On a des parfums qui réalisent une synthèse extrêmement forte de ce que sont ces femmes, de leur façon de faire de la mode, de leur façon, de leurs valeurs, de leur façon d'aborder ce qu'elles font. Soit avec ce fameux flacon et puis le numéro, l'abstraction du numéro 5, déjà de l'appeler comme ça, parce que c'était le 5e essai, soi-disant, de Chanel. Soit cette boule comme ça, avec cette relation mère-fille, qui va devenir le logo de la marque quand même. Le dessin qui est sur le flacon, ça va devenir le logo de Lanvin. Quant au flacon du numéro 5 de Chanel, ça va devenir l'archétype du flacon. Bon. Enfin, du flacon de parfum de Chanel. Alors, donc en fait, il réussit à synthétiser une espèce d'esthétique. Et finalement, la façon dont le parfum va s'imposer, c'est pas du tout comme un point d'orgue de chaque collection, etc. Dans le rythme des collections, c'est pratiquement le contraire. C'est-à-dire que le succès en parfumerie ne va pas venir d'un côté très, très couturier lié aux collections, mais au contraire d'une résistance au rythme des collections. C'est-à-dire que ce qui va faire des succès en parfum, le parfum réussi, ça va devenir le parfum classique. Quelque chose qui va devenir un classique et une incarnation de justement ce qui dans la mode ne se démode pas. Ce qui est l'indémodable, le permanent de Chanel ou le permanent de Jeanne Lanvin. Et ça, c'est une vraie surprise. C'est-à-dire que le parfum, il va pas du tout être, contrairement à l'idée qu'avaient les implémentateurs du parfum couturier, et cet accompagnement comme ça du rythme des modes, c'est tout le contraire. Ça va être la formulation d'une espèce de permanence, comme ça, de la marque. Donc en fait, les couturiers vont éprouver une espèce d'irréductibilité du parfum. Et ça, c'est vraiment l'espèce de torsion comme ça qu'il y a eu au départ. C'est-à-dire, il y a eu une idée qui paraissait évidente, géniale. On va intégrer le parfum au total look, on va intégrer le parfum aux collections parce que ça fait partie du vêtement presque. Et en fait, ce qui se passe concrètement, c'est tout le contraire. Ça fait absolument pas partie du vêtement. Mais par contre, ça dit extraordinairement le style d'un créateur ou le style d'une marque. Et ça, c'est une surprise. Donc, voilà, ça c'est le côté une évidence, mais fausse. Et en fait, c'est autre chose qui se passe. Alors, ensuite, si on passe à notre deuxième figure, donc je fais un saut dans le temps, mais enfin, vous voyez que le saut, il est pas... On voit très bien comment on passe de Jeanne Lanvin, enfin de Arpège et du numéro 5 au parfum de marque, tel qui va au contraire devenir complètement impérialiste dans les années 1970, c'est le moment où ça se durcit. Cette figure comme ça très très dominante à laquelle on est habitué aujourd'hui et d'ailleurs avec laquelle on confond en général toutes les autres. Donc là, alors le parfum de marque. Alors juste, il faut 2 mots sur la façon dont la filière se reconfigure pendant cette période-là, la filière du parfum. Là, vous avez à gauche la façon dont est organisée la filière du parfum chez un Guerlain en 1889. 1889, c'est le lancement de Jiki, qui est le premier parfum à intégrer des composants de synthèse. Enfin, un des premiers parfums, un des seuls qui nous reste aujourd'hui, qui intègre les premières molécules de synthèse. D'accord ? Donc, on a une usine avec des parfumeurs qui sont Guerlain, qui se fournit au jardin de Passy, à Grasse, etc. pour les matières premières naturelles et dans des laboratoires en verre pour les molécules de synthèse, pour faire un Jiki. Et qui vend dans des boutiques à Paris et en province et qui exporte. D'accord ? Alors, ce qui va changer au fil du XXe siècle, c'est que le petit carreau vert, là, le laboratoire, va devenir un truc très très important. Donc après, je vous prends dans les années 1930-1940, donc au moment où commence à se développer ce parfum couturier, l'exemple de Roux Bertrand, qui a été un laboratoire extrêmement important, intégré plus tard à Givaudan. Donc là, on va avoir un acteur majeur qui est le laboratoire qui source les matières premières naturelles, produit, crée avec ces laboratoires les molécules de synthèse, crée des bases et progressivement intègre des compositeurs. Et les maisons de couture, elles vont se fournir auprès de ces laboratoires et s'occuper essentiellement de travailler sur le flacon, la communication, etc. C'est-à-dire ce qui les dit tellement bien, quoi. Ils vont vendre en boutique, grands magasins et parfumerie spécialisée. Et alors, ce schéma-là, il va encore se durcir, enfin se complexifier, mais moi je trouve se durcir dans les années 70, au moment où, c'est les années 1960-1970, c'est le grand développement des licences. C'est le moment où les couturiers se mettent à faire des licences de tous leurs produits les uns après les autres. Donc ils vont... À ce moment-là, le parfum va devenir quelque chose qui est fait sous licence. C'est-à-dire que le couturier ne fait plus
même pas l'assemblage, c'est-à-dire le travail sur directement le travail sur le flacon, la communication et la mise en marché. Il licencie un groupe spécialisé là-dedans qui va faire ça. Et ce groupe s'approvisionne en fragrance dans les laboratoires et il vend dans les grands magasins et en libre service dans les chaînes de parfumerie et les duty free. Donc en fait, à ce moment-là, les maisons de couture licencient quelqu'un dont c'est le métier, c'est le moment, si vous voulez, à la fois où les couturiers développent des licences et c'est le moment où le marché du parfum s'internationalise, se globalise, se mondialise. C'est le moment où on change complètement d'échelle, milieu des années 70. Donc les investissements en termes de coûts sont énormes et les maisons de couture peuvent absolument pas les supporter. Donc elles confient ça. Non seulement les investissements en termes de coûts sont énormes, mais en plus avec le développement de la vente en libre service, c'est-à-dire d'une distribution, d'une très grosse distribution, disons, pas dire une distribution de masse, et ben il faut quand même faire ça par des gens qui maîtrisent la création de produits prévendus pour de la vente en libre service. Et ça, c'est les gens qui savent faire du mass marketing. Et donc les premiers à faire ça, c'est Procter & Gamble, Unilever, et puis un peu plus tard L'Oréal. Unilever a été un acteur très important avant d'abandonner les parfums. Aujourd'hui, Procter est encore dans le parfum. Et L'Oréal aussi, et Coty est devenu un groupe comme ça, et puis bon, il y en a d'autres, Puig, enfin bref, d'autres qui tous travaillent avec des tas de marques, mais dont elles ont les licences en fait. D'accord ? Donc là, simplement ce qu'il faut bien voir, c'est qu'à ce moment-là, ouais, à ce moment-là, l'annonceur, c'est plus tellement le couturier. Dans ce modèle-là, ça va être la marque. Parce que vous avez certes énormément de marques de mode qui vont fonctionner avec ce système de licence, faire des parfums avec ce système de licence, mais enfin, vous avez aussi les joailliers, vous avez aussi toute la maroquinerie, vous avez globalement toutes les marques de luxe, et puis vous avez toute la cosmétique qui va s'y mettre aussi, licence ou pas licence, mais enfin, toute la cosmétique s'y met. Je veux dire, Lancôme est une marque de cosmétique, enfin, parfum et cosmétique. Estée Lauder, énorme marque. Elisabeth Arden, si on prend les marques américaines, c'est des marques de cosmétiques qui sont des acteurs extrêmement importants. Alors elles travaillent directement avec leur service marketing. Ça, après, ça dépend. Soit on a un marketing en interne, soit on licencie. Beaucoup licencient. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont des gros groupes déjà, qui ont une assise financière, qui peuvent, que ce soit des groupes de luxe ou des groupes de cosmétiques, qui font eux-mêmes le marketing du parfum. Donc là, on a et puis le dernier avatar qui est très important de ça, c'est les parfums de célébrité. Alors là, on est complètement dans la licence parce que la célébrité, elle n'a absolument pas les moyens, ni techniques ni financiers, de lancer un parfum. Donc, mais les parfums de célébrité, c'est énorme. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur le marché américain, par exemple, ils sont régulièrement dans le top 10, les parfums de célébrité. D'accord ? Donc, on a l'image comme ça que le parfum mainstream, le parfum de grandes marques vendu chez Sephora, Marionneau et tout ça, c'est du parfum de couture, du parfum de mode. C'est absolument pas vrai. Il y a beaucoup de marques de mode qui sont très présentes et qui sont très fortes sur ce marché, mais enfin il y a beaucoup de marques d'autres choses qui sont aussi très fortes et très présentes dans ce marché-là. Donc il faut bien comprendre que là, on n'est plus. C'est pas une évidence de la relation non plus entre mode et parfum, c'est une évidence de la relation entre marque et parfum. D'accord ? Et les marques de mode étant des marques. Et la relation, c'est entre marque et parfum. Et le produit dont il s'agit, il se définit dans l'association d'un flacon, d'un jus et d'une communication. C'est très important d'avoir en tête que le produit dont il s'agit, ce qu'on appelle le parfum, à ce moment-là, qui est vendu chez Sephora, Marionneau, etc., dans les grands magasins, c'est pas un parfum, c'est pas une fragrance, c'est un jus, un flacon, une communication. Et les trois termes sont également importants et essentiels. Il n'y en a pas un qui prédomine les autres, il n'y en a pas un qui régit les autres. Ils sont tous les trois ensemble. D'accord ? C'est aussi important de travailler sa communication que son flacon, que son jus. On vend autant un flacon qu'une pub qu'un jus. C'est bizarre de dire qu'on vend une pub, mais c'est quand même ça. Donc voilà. Et alors, ce qui est important, ce qui rend bien compte de ça, c'est que là aussi, au niveau de l'organisation, ça va s'autonomiser. C'est-à-dire qu'on soit en licence ou que ce soit un service marketing chez Dior, spécialisé, enfin la partie parfum qui développe le parfum, c'est autonome. Hein. Soit vous êtes, je sais pas, Narciso Rodriguez et vous licenciez le groupe BPI à l'intérieur du groupe, enfin BPI à l'intérieur du groupe Shiseido et c'est lui qui développe vos parfums et donc tout le travail de développement du parfum il va se faire chez BPI, chez Shiseido.
Soit vous êtes Dior et vous avez votre unité couture et votre unité parfum qui sont complètement séparées. D'accord ? C'est des activités séparées. Elles sont même pas consolidées, c'est-à-dire que financièrement, les comptabilités sont séparées. Vous avez les comptes de résultats. Tiens, je vous ai mis un petit tableau. Voilà, petit tableau. Vous avez les comptes de résultats. On voit bien que les comptes de résultats de Dior, alors vous avez en bleu ciel, c'est la couture, c'est grossier, hein, et en gris, c'est le parfum. Vous avez des comptes qui sont séparés. Ça peut être pas dans les mêmes entreprises ou dans les mêmes entreprises, mais c'est séparé. Et d'ailleurs, souvent, c'est relativement compliqué les relations entre eux. C'est pas du tout la grande harmonie de la relation entre la mode et le parfum. Donc, on a cet objet-là et le travail du marketing de celui qui développe. C'est pas du tout, je fais un parfum et je le traduis dans un flacon. Alors ça, c'est l'histoire qu'on se raconte sur ce produit-là, mais c'est absolument pas, il y a une fragrance et je la traduis dans un flacon et je la traduis dans une publicité, ou inversement, il y a une mode d'un designer et je la traduis dans un flacon, dans une publicité et je la traduis dans une fragrance. Ça se passe absolument pas comme ça. Il y a un brief, il y a un concept qui est important par rapport à la marque et beaucoup plus à la marque que par rapport à la mode, et on brief en même temps, parallèlement, le designer du flacon, le responsable de la communication et les parfumeurs, qui sont d'ailleurs tous mis en concurrence les uns avec les autres, etc. Et tout ça va avancer ensemble. Et à la rigueur, au niveau du flacon, alors la mode, quand ça fonctionne bien, quand ça marche bien, la mode, le développement marketing, si vous voulez, soumet des propositions aux créateurs ou à la marque de mode ou au directeur artistique de la marque de mode qui les valide ou les invalide, les discute, etc. et qui est impliqué dans les choix. Dans les choix, essentiellement. Pas dans le dessin, dans les choix. Et là ça, c'est quand ça fonctionne vraiment bien. Mais enfin, ce designer ou ce directeur artistique ou cette marque ou ces responsables marketing de la marque, ça peut être plusieurs personnes, ça dépend. Il est surtout impliqué personnellement dans le choix du flacon et de la communication, parce que là, c'est son univers. C'est son univers visuel, c'est ce qu'il connaît, c'est ce qu'il sent bien. Sur le parfum, sur le choix de la fragrance, en général, on va dire uniquement, mais c'est ça, hein, il laisse faire les professionnels. D'accord ? C'est-à-dire, on laisse faire le parfumeur, les parfumeurs et les évaluateurs olfactifs, c'est-à-dire les gens qui connaissent bien et qui développent l'aspect fragrance. Donc il n'y a pas de lien, si vous voulez, fort entre les deux. Il y en a, c'est pas évidemment. On essaye quand même que ce soit pas le contraire. Mais on n'est pas. Ce qui compte, si vous voulez, pour la fragrance, c'est qu'elle marche, c'est-à-dire qu'elle corresponde aux tendances, qu'elle se positionne à peu près pareil en termes de niveau de gamme, etc. Mais qu'elle soit à peu près sur la même cible, d'accord ? Mais c'est essentiellement ça. Il faut surtout qu'elle marche, qu'elle rebute pas. En fait, il faut que la fragrance, elle n'empêche pas le succès du parfum. Grosso modo, c'est un peu ça. Donc, et alors tout ça est abondamment testé, flacon, communication et parfum, et séparément. Voilà, donc le point ici, c'est vraiment de comprendre qu'on est dans un produit comme ça qui noue ces trois choses et qui instaure beaucoup plus une relation entre la marque et le parfum que entre la mode et le parfum. D'accord ? J'avance. Troisième, alors je voulais vous parler de Flower by Kenzo. Bon, c'est un bon exemple. Ah oui, juste très vite, c'est un bon exemple ça, parce que vous avez évidemment un flacon, une communication qui sont extrêmement Kenzo, c'est-à-dire extrêmement marque Kenzo, avec, on retrouve très fortement le style de Kenzo avec cette très forte présence des fleurs, hein, notamment dans les imprimés. Kenzo, et avec cette fleur particulièrement fétiche, qu'on trouve très souvent chez Kenzo, qui est le coquelicot. Et puis avec un concept très fort, assez écologique, qui était cette idée de la fleur dans la ville. C'est-à-dire du coquelicot qui pousse entre les pavés, qui envahit la ville, etc. Une représentation de la féminité qui va avec ça, quelque chose qui poétise énormément la ville. Donc il y avait ce concept écologique très fort, et qui correspondait à l'ère du temps, si vous voulez, plus des films extrêmement réussis d'un point de vue esthétique, un flacon extrêmement réussi d'un point de vue esthétique, mais tout ça incarnant, c'est un énorme succès, hein, Flower by Kenzo, je vous ai montré les chiffres, hein, il y a plus d'argent fait avec le parfum qu'avec la mode chez Kenzo, et le parfum, c'est 50%, c'est Flower by Kenzo, hein, c'est pas les autres, hein, parfum et cosmétiques. Et alors, mais par contre, la fragrance, c'est une fragrance, qui correspond à la cible, qui est comme ça assez sucrée d'ailleurs, enfin assez
sirupeuse, qui est pas du tout fraîche, et enfin moi je trouve pas. Et c'est une fragrance, mais surtout là où ça dit merveilleusement l'autonomie de la fragrance par rapport au reste, c'est que s'il y a une chose qui caractérise le coquelicot, c'est que c'est une fleur qui ne sent rien. Le coquelicot, ça ne sent rien. Donc effectivement, à partir du moment où vous avez un coquelicot, où tout est centré sur une fleur comme ça, qui est un coquelicot, vous faites ce que vous voulez comme floral derrière, comme parfum. Voilà. Donc c'est pas le coquelicot peut pas avoir l'idée qui est centrale dans cette affaire de coquelicot peut pas avoir influencé en aucune façon la fragrance. On n'est vraiment pas dans la traduction. C'est des parallèles. Voilà, c'est une association de ces trois termes.